Dans cet épisode, l'affaire Quétany-Lamotte. Août 2016, à Rozon, en Belgique. Il fait beau et chaud en cette fin d'été. Alors, Gaetano se rend chez ses meilleurs amis, Nathan et Vinciane, pour les inviter à un barbecue. Mais en arrivant devant leur maison, il sent que quelque chose ne tourne pas rond. Il sonne et personne ne répond. Pourtant, le bébé du couple pleure à l'intérieur. Inquiet, il défonce la porte et là, c'est l'horreur. Nathan, son ami, gît au sol dans une mare de sang. Un peu plus loin, Vinciane, son épouse, est morte noyée dans sa baignoire. Seul l'enfant est sain et sauf. Que s'est-il passé dans ce pavillon? Et comment la police parviendra-t-elle à découvrir la vérité? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. Vendredi 12 août 2016, dans un petit hameau belge. Il est 19h lorsqu'une équipe de la police scientifique pénètre dans un pavillon. Une dizaine de policiers a été réquisitionnée. La tension est palpable. Dès leur premier pas dans l'habitation, ils découvrent une scène de film d'horreur. Dans la salle de bain, le corps d'une femme gît dans sa baignoire. À l'étage, un homme est face contre terre dans une mare de sang. Un véritable massacre a eu lieu dans cette maison. Tout commence pendant l'été 2016 à Rozon, un hameau belge niché au cœur des Ardennes, à 120 km de Bruxelles. C'est ici que vivent Nathan Quétany et Vinciane Lamotte, avec leur petit garçon Gabriel, 20 mois. À 26 et 27 ans, ce graphiste et cette éducatrice spécialisée démarrent dans la vie. Leur rêve, acheter une maison. En attendant, ils vivent dans le pavillon qui appartient à la famille de Nathan. La maman de Nathan a dit, au lieu d'aller louer quelque chose ou quoi, il y a la maison qui est libre et tout, pourquoi ne pas la prendre? Linda Lamotte, mère de Vinciane. Et bon, ils ont accepté et le temps qu'ils trouvent la leur. Leur maison surplombe un peu la vallée, comme ça, il y a une super jolie vue. Anaïs, amie de Vinciane. Bien tranquille. Et c'était bien dans leur petit cocon à tous les deux. Pour le jeune couple, habiter cette maison gratuitement est une véritable aubaine. Ils sont à 1000 lieues d'imaginer que cette maison du bonheur deviendra la maison de l'horreur. Mais pour l'heure, Nathan et Vinciane y coulent des jours heureux. D'autant que leur petite famille va bientôt s'agrandir. Vinciane est enceinte de 3 mois et demi. L'arrivée de ce deuxième bébé les comble de bonheur. Ils s'empressent de partager leur joie avec leur famille. Ils arrivent tous les deux à la maison et Nathan avec une bouteille de champagne et tout. Bon, on comprenait pas trop pourquoi ni rien. Puis c'est un de mes fils qui me dit « Mais maman, regarde le polo de Gabriel » où c'était écrit « Bientôt grand frère ». Tout le monde était super heureux. Catherine Lamotte, sœur de Vinciane. On savait bien qu'ils allaient avoir plusieurs enfants, c'est ce qui était prévu, donc tout le monde était content. Nathan et Vinciane sont aux anges et savourent chaque instant de ce bel été 2016. Par ces chaudes journées, ils s'invitent fréquemment les uns chez les autres avec leurs amis, des déjeuners, des apéros. Le couple adore ces moments de partage et de convivialité. Et justement, le 12 août, 3 semaines après l'annonce de la grossesse de Vinciane, des amis du couple organisent un barbecue. Ils lancent les invitations, tout le monde répond présent, sauf Nathan et Vinciane. Ils sont injoignables. Leurs amis n'ont pas de nouvelles, ils essaient de les contacter sur le téléphone. Mélanie Scheuren, journaliste à TV Lux. Ils n'ont pas de réponse, ni de l'un ni de l'autre. Ce silence est étonnant. Habituellement,
Nathan et Vinciane sont toujours les premiers à faire la fête. Mais leurs amis ne sont pas inquiets. Il s'agit sans doute d'un simple problème de téléphone. Le couple habite au milieu des bois où le réseau n'est pas toujours très efficace. Alors vers 18h, 2 de leurs amis font un saut chez eux. Arrivés sur place, ils frappent à la porte. Mais là encore, personne ne répond. Et un détail les étonne. Les 2 voitures de Nathan et Vinciane sont garées juste devant la maison. Donc ils décident de faire le tour de la maison, de voir un petit peu ce qui se passe, parce que c'est pas normal de ne pas avoir de réponse. Les portes sont fermées. Marie-Christine Germain, avocate de Catherine Lamotte. On ne voit pas de mouvement à l'intérieur de l'habitation, il n'y a pas de bruit. Les 2 amis du couple ont un mauvais pressentiment. Mais que faire ? Alors qu'ils s'apprêtent à quitter les lieux, ils entendent un bruit qui, cette fois, va les alerter. À ce moment-là, ils entendent les cris d'un enfant à l'intérieur de la maison. Donc c'est sans doute le petit Gabriel, mais c'est pas des pleurs classiques d'un enfant qui a faim. Donc ils se disent, tiens, là, il y a quelque chose de tout à fait anormal. Jean-Philippe Mayence, avocat de la mère de Nathan. Parce que c'est pas trop le genre de la maison d'avoir un enfant qui pleure tout seul dans ces circonstances-là. Pourquoi Nathan et Vinciane, des parents si attentionnés, laisseraient-ils le petit Gabriel hurler ? La situation est inquiétante. Alors ni une ni deux, les amis forcent l'une des portes et pénètrent dans la maison. L'un des 2 amis du couple va directement se rendre auprès du petit Gabriel, va le prendre dans ses bras et tenter de le rassurer. Et l'autre ami va faire le tour de l'habitation pour voir un petit peu ce qui se passe. Il passe de pièce en pièce et il se rend compte qu'il fait vraiment très calme dans la maison. Les rideaux ont été tirés dans les pièces à vivre. Donc il y a une certaine pénombre, il fait calme. À part Gabriel, il n'y a pas d'autre bruit, il n'y a pas d'autre son. L'ami n'est pas rassuré. Où sont donc passés Nathan et Vinciane ? Ils n'auraient jamais laissé leur fils de 20 mois tout seul. Alors ils continuent d'explorer la maison. Ils inspectent les pièces une à une, à leur recherche. Et lorsqu'ils poussent la porte de la salle de bain, ils découvrent une scène insoutenable. Et là, ils découvrent alors le corps de Vinciane qui est dans la baignoire. Et Vinciane est décédée, elle est noyée dans la baignoire. Là, c'est la panique, c'est la découverte d'une scène d'horreur. Vinciane gît tout habillée dans la baignoire à moitié pleine. Mais qu'est devenu Nathan ? Sous le choc, l'ami continue à faire le tour de la maison. Il prend l'escalier qui va vers la mezzanine et en arrivant alors en haut, il voit tout de suite le corps de Nathan qui est là, qui gît entre 2 lits dans la mezzanine, face contre terre, et il voit vraiment une mare de sang là autour de Nathan. L'ami est totalement hébété. Nathan et Vinciane sont là, morts tous les 2 dans leur maison. Il sort en trombe prévenir son copain qui attend à l'extérieur avec le petit Gabriel. Ils sont effondrés et peinent à reprendre leur esprit. Au même moment, une voiture arrive devant la maison. C'est Catherine, la sœur de Vinciane, et son mari Mohamed. Eux aussi sont inquiets. Depuis la veille, ils n'arrivent pas à joindre le couple. Alors comme ils habitent à côté, ils sont venus aux nouvelles. En voyant la tête des 2 amis de Nathan et Vinciane, ils comprennent tout de suite que quelque chose de terrible vient de se passer. J'ai tout de suite sorti, j'ai demandé à un des amis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Mohamed, beau-frère de Vinciane et Nathan. Il me dit non, il me disait c'est grave. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Il disait il faut pas aller, il faut pas voir ça. J'ai dit écoute, vous ne pouvez pas m'empêcher de rentrer, dites-moi ce qui se passe. Il me dit c'est grave ce qui se passe à l'intérieur, il y a Vinciane dans la salle de bain et Nathan là-haut. Catherine, la sœur de Vinciane, attend dehors avec son fils et Gabriel pendant que Mohamed entre précipitamment dans la maison. Quand je me suis dirigé dans la salle de bain, je vois le corps de Vinciane dans le bain. Ses cheveux qui recouvrent son visage, qui était couché sur le côté gauche. Et là, j'étais choqué, j'ai crié et tout. Donc, j'ai fait demi-tour. Je me suis dit, est-ce que je ne vais pas aller la sortir du baignoire? Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a retenu en fait. Mohamed fait face à une scène insupportable. Et ce n'est pas terminé. Et quand je suis monté, je vois
Nathan allongé sur le ventre. Et je vois qu'il y avait plein de sang partout sur le mur et tout. Et puis je vois son coude ici, son bras qui est ouvert. Il y avait du sang partout et là, j'étais choqué. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? C'était inimaginable. J'ai entendu qu'il criait et qu'il disait non très fort en hurlant. Donc j'ai vraiment été saisie, j'ai eu peur. C'était dur, c'était vraiment dur. Au moment où j'y pense, c'est vraiment dur. Mohamed est complètement sonné. Il se précipite à l'extérieur de la maison et rejoint sa femme, Catherine, qui n'en peut plus d'attendre des nouvelles. Il me dit que c'est dur, qu'il va falloir être forte. J'ai dit, ils sont morts, quoi. Ils sont morts. J'ai pas accepté tout de suite l'idée que ça voulait dire qu'ils étaient morts. Catherine Lamotte, sœur de Vinciane. Mais je me suis dit, oui, c'est grave. Donc j'ai appelé d'abord les secours. En attendant les secours, Catherine prévient la famille et les amis du drame terrible qui vient de se produire. Pour tous, c'est la douleur et l'incompréhension. Surtout pour Linda, la mère de Vinciane. Je crois pas, je me dis qu'est-ce qui m'arrive là? Linda Lamotte, mère de Vinciane. Où est Vinciane? Oui, je crie après elle. Enfin, c'est difficile à accepter. C'était atroce. Et je pense même que je suis tombée, que j'ai mon fils aîné qui m'a ramassée. Je dis mais non. Et en boucle. Anaïs, amie de Vinciane. Et je me dis mais... Puis j'essaie de comprendre... Enfin, je veux savoir ce qui s'est passé, on sait pas. La famille à peine alertée, les policiers arrivent déjà sirène hurlante. Ils pénètrent à leur tour dans la maison et procèdent aux premières constatations. Et ce qu'ils découvrent les laisse sans voix. Nathan a été tué par 148 coups de couteau. On le sait très rapidement, le médecin légiste qui descend sur place. Marie-Christine Germain, avocate de Catherine Lamotte. C'est assez vite tiré cette conclusion. Et Vinciane Lamotte, elle, est décédée par noyade dans sa baignoire. Les policiers n'en reviennent pas. Quel drame s'est joué dans cette maison? Qui a pu tuer Nathan avec une telle sauvagerie et noyer Vinciane? Et surtout, pourquoi? Pour le comprendre, ils commencent leurs investigations. Et d'emblée, ils font une découverte qui les intrigue. Des colsons, des liens en plastique, utilisés pour relier des câbles. Les enquêteurs retrouvent des colsons près du corps de Nathan. Mélanie Scheuren, journaliste à TV Lux. Ainsi que près du corps de Vinciane. Et ça, c'est évidemment un élément très troublant. Pourquoi ces liens traînent-ils au sol près des victimes? Les policiers imaginent que le couple a été ligoté avant d'être tué. Et dans la maison, ils font une autre constatation. Ni les téléphones portables, ni les portefeuilles des deux victimes ne vont être retrouvés dans la maison, ni le trousseau de clés de la porte d'entrée. Les enquêteurs fouillent le moindre centimètre carré du pavillon, mais impossible de mettre la main sur les effets personnels du couple. Ils émettent alors une première hypothèse. Peut-être s'agit-il d'un cambriolage qui a tourné au drame. Les colsons, les téléphones et les portefeuilles disparus, tout semble coller, mais une nouvelle trouvaille va anéantir cette première piste. Les policiers, au moment des constatations, n'ont relevé aucune trace d'effraction. Personne n'est entré de force dans cette maison. Les policiers sont perplexes. Un cambriolage sans trace d'effraction, c'est tout bonnement impossible. Par ailleurs, un autre élément les interpelle. Contrairement à Nathan, ils n'ont relevé aucune blessure sur le corps de Vinciane. Alors, ils échafaudent une deuxième hypothèse, inattendue. Ils imaginent un drame, une dispute qui s'est passée au sein du couple et qui a mené Vinciane à tuer son compagnon. Le procureur du roi, qui va être dépêché sur place, va indiquer que pour lui, c'est un meurtre suivi d'un suicide. Et donc, il va en déduire que Vinciane Lamotte a tué son compagnon Nathan Kettani de coups de couteau avant de se donner la mort par noyade dans sa salle de bain. Un drame conjugal atroce. Une femme enceinte de 3 mois aurait massacré son compagnon puis se serait suicidée. Les policiers, qui ont pourtant l'habitude des faits divers sordides,
s'en tiennent à cette version. Mais alors qu'ils croient leur enquête bouclée, cette histoire va leur réserver quelques surprises. Un autre aurait assassiné son compagnon. Les proches de Vinciane sont abasourdis. Vinciane, enceinte, tuant son mari, pour eux c'est totalement impossible. Le jour même, ils sont convoqués par le procureur du roi. Il leur confirme ses conclusions. Il s'agit bien d'un crime passionnel. Il nous dit, il n'y a pas de trace d'effraction, donc il est fort probable que votre sœur ait commis ces faits et s'est donné la mort ensuite. Je dis non, il faut aller chercher plus loin, c'est pas elle. J'étais catégorique en disant approfondissez les choses, même s'il y a une chance sur 100, il faut la trouver. Ça fait mal parce que ce qui me trouvait, maman, je suis avec quelqu'un et tout, et je lui ai dit, toi, tu es avec Nathan, toi. Les deux jeunes gens sont fous amoureux. Ils s'installent ensemble. Nathan est graphiste et Vinciane travaille comme éducatrice spécialisée dans une maison de soins et de repos pour les personnes âgées. Un métier qui lui correspond parfaitement et dans lequel elle est très appréciée. Vinciane était une fille sympa, gentille. Mohamed, beau-frère de Vinciane et Nathan. Franchement, elle aimait bien la vie, elle aimait bien son travail. Elle avait un job de cœur. Elle prenait soin des autres. Anaïs, amie de Vinciane. Toute la journée. Et ça, c'est aussi quelque chose qui la définissait. Un cœur en or qu'apprécie aussi sa famille. Vinciane est l'un des piliers de cette fratrie de 4 enfants. Elle était fort proche de mes frères et de moi. Catherine Lamotte, sœur de Vinciane. Donc c'était vraiment une chouette fratrie. Elle était protectrice pour son papa et sa maman, toujours inquiète. Linda Lamotte, mère de Vinciane. J'avais un rhume, maman soigne-toi bien et tout, elle était tout le temps très protectrice. Très protectrice. Les enquêteurs sont très surpris car Vinciane est décrite à l'unanimité comme une jeune mère de famille aimante et douce. Elle n'a absolument pas le profil d'une tueuse de sang-froid. D'autant que Nathan était son grand amour. La famille Lamotte l'avait d'ailleurs accueilli à bras ouverts. C'était un fils pour moi aussi. C'était, même pour mon mari, c'était un fils. Toujours là, si on avait un souci ou juste une question, prêt à passer à n'importe quelle heure pour dépanner. Nathan, c'était la définition de ce qu'on appelle une crème. Il était d'une gentillesse. Il n'y avait absolument aucune méchanceté dans Nathan. Rien du tout. C'était un nounours. La famille décrit un jeune couple équilibré, heureux, et cela ne colle pas avec le scénario du drame conjugal. Le procureur est dubitatif, d'autant que la suite des auditions des proches du couple va renforcer encore un peu plus ses doutes. Tous racontent le bonheur immense de Nathan et de Vinciane lors de la naissance de leur petit garçon, Gabriel. L'arrivée de leur petit garçon, ça a été vraiment un moment intense pour tous les deux parce que Nathan était un papa vraiment en admiration devant son petit garçon, devant son bébé, et ma sœur aussi. Nous, c'était le prince, le roi, Gabriel, c'était tout pour eux. Gabriel, c'était l'enfant Dieu. Plus maman poule et papa poule que deux, je crois pas que ça existe. Hein. Des parents poules qui décident très vite d'avoir un deuxième enfant. Et l'arrivée prochaine de ce bébé les comble de bonheur. Alors la famille interroge le procureur. Comment un couple heureux comme le leur aurait-il pu se donner la mort? Pourquoi Vinciane aurait-elle massacré son mari? Et puis surtout, elle ne se serait jamais suicidée en laissant son petit garçon de 20 mois livré à lui-même dans la maison. On l'a découvert 24 heures plus tard, sans avoir mangé, sans avoir bu, sans avoir été changé. Un bébé, ça déshydrate très vite. On est en pleine vacances au mois d'août, il fait super chaud. Je dis non, c'est impossible, c'est pas elle.
La famille Lamotte répète encore et encore au procureur qu'il est impensable que Vinciane ait tué Nathan, d'autant qu'il s'agit d'un meurtre particulièrement monstrueux. Quand on a dit qu'elle avait planté 148 coups de couteau dans l'homme de sa vie, et c'était un petit bout de femme, hein. Elle était un peu plus petite que moi. Il faut y aller, hein. Elle n'avait pas la force pour ça. Hein. Vous vous rendez compte, 148 coups de couteau. Mais rien n'y fait, les policiers en sont convaincus. Vinciane a tué son compagnon avant de se suicider. La famille est atterrée mais ne se laisse pas décourager. Si la police ne veut pas les écouter, les proches vont eux-mêmes se charger de l'enquête. Et très vite, ils découvrent des éléments troublants. 2 jours après la mort de Vinciane et Nathan, la famille se rend à nouveau au commissariat. Elle a repris l'affaire depuis le début et elle a découvert des incohérences. Selon eux, il n'y a aucune raison d'écarter la thèse d'un cambriolage malgré l'absence de traces d'effraction. Et ils tentent d'en convaincre les enquêteurs avec un argument tout simple mais plein de bon sens. Je pense que quand on est policier, on sait bien qu'un malfaiteur peut fermer à clé derrière lui, prendre les clés et fermer. Enfin... C'est d'autant plus vrai lorsque l'on constate la disparition des portefeuilles. Jean-Philippe Mayence, avocat de la mère de Nathan. Et que l'on constate également la disparition des téléphones portables. Alors excusez-moi, quand vous voulez vous suicider, vous commencez pas à cacher vos affaires. Et la famille n'en a pas terminé. Elle met la police face à une autre incohérence. Pourquoi n'ont-ils pas retrouvé l'arme du crime ? Les enquêteurs vont faire des recherches, vont analyser tous les couteaux qui sont présents dans l'habitation. Marie-Christine Germain, avocate de Catherine Lamotte. Et on ne va pas retrouver l'arme. Si effectivement on est dans cette thèse du drame intraconjugal. Mélanie Scheuren, journaliste à TV Lux. Elle qui a tué son compagnon, le couteau devrait se retrouver dans cette maison. Un dernier point est soulevé par les proches du couple. Comment on peut se suicider dans son bain, dans un baignoire? Comment est-ce possible? À un moment donné, le corps, il réagit. C'est impossible. Le fait de pouvoir se suicider à l'intérieur même d'une baignoire est quelque chose d'extrêmement difficile et peu probable, puisqu'il y a des réflexes naturels qui jouent. Donc tout ça était, me semble-t-il, complètement incompatible avec la situation. Ce suicide dans une baignoire, la disparition des portefeuilles et des téléphones, et surtout de l'arme du crime, pour la famille, la thèse des enquêteurs ne tient pas. Pourtant, leurs arguments se heurtent à un mur. Le procureur du roi et les policiers restent campés sur leur position. Vinciane a tué Nathan, puis s'est suicidé. Les familles des victimes accusent le coup. Mais une autre épreuve les attend, les funérailles du jeune couple. Et vu le contexte, elles vont être très difficiles. Six jours après le drame, les proches organisent les obsèques du couple. Mais la situation est terrible. Vinciane est accusée du meurtre de son époux. Alors doit-on honorer la mémoire des 2 jeunes gens en même temps? La mère de Nathan n'a pas un instant d'hésitation. Dans son discours, elle a toujours dit ils s'aimaient, ils étaient ensemble, ils étaient un couple. Catherine Lamotte, sœur de Vinciane. On ne sait pas ce qui s'est passé, alors nous, on les enterre ensemble. Pour elle, c'était des amoureux, donc c'était normal de ne pas les séparer. Comme le souhaite la maman de Nathan, les 2 cercueils sont côte à côte dans la chapelle ardente. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Il y a des personnes qui n'ont pas rendu hommage à ma sœur. Des personnes ont fait le signe de croix sur les cercueils qui n'ont fait qu'à Nathan et pas à ma sœur. Il y a des gens qui ont mis des fleurs que du côté de Nathan et pas du côté de ma sœur. Même les gens qui les connaissaient... Anaïs, amie de Vinciane. Et qui connaissaient Vinciane, doutent. J'ai essayé de dire que c'était pas elle. Linda Lamotte, mère de Vinciane. Et puis, il vient un moment donné, vous vous mettez dans votre bulle et vous laissez faire les choses et on laisse dire les gens. Vinciane est enterrée dans le petit cimetière de Fronville. Nathan, lui, est incinéré.
Leurs familles doivent maintenant apprendre à vivre sans eux. Un deuil d'autant plus difficile qu'elles n'ont pas réussi à se faire entendre, car pour les policiers, l'enquête est terminée. Ce double meurtre reste un terrible drame familial. Pourtant, le dossier va bientôt connaître un rebondissement. Le 18 août 2016, 7 jours après la découverte des corps de Nathan et Vinciane, le téléphone sonne au commissariat. Au bout du fil, la mère de Nathan Kettani. Elle est paniquée et ce qu'elle révèle aux policiers va faire basculer l'enquête. La maman de Nathan, qui a procuration sur ses comptes, constate qu'il y a des retraits d'argent qui ont été effectués sur le compte de Nathan. Que ça veut dire que quelqu'un détient les cartes bancaires, les codes bancaires de Nathan Kettani. La thèse du meurtre suivi d'un suicide ne tient évidemment plus la route. Les policiers n'en reviennent pas. Ils se sont trompés. Il y a un tiers dans cette histoire. Et ce nouveau suspect est toujours dans la nature. Une personne qui a retiré de l'argent sur le compte du couple le soir même de sa mort à Bruxelles. Aurait-elle quelque chose à voir avec la mort du jeune couple ? Les policiers sont obligés de se rendre à l'évidence. Ils ont peut-être accusé Vinciane à tort. J'ai pu dire, voyez, j'avais raison, que c'était pas elle qui avait fait ça. C'est à ce moment-là vraiment que l'enquête change de main et commence finalement, parce que je pense qu'elle n'a pas vraiment commencé avant ça. À présent, les policiers se mobilisent. Pour eux, l'objectif est clair, découvrir qui utilise les cartes bancaires des victimes. Et pour y parvenir, ils ont leur petite idée. Utiliser leurs alliés les plus fidèles, les caméras de vidéosurveillance. Et les banques où ont eu lieu les retraits suspects en sont évidemment équipés. Et là, les caméras de surveillance vont pouvoir nous indiquer la présence de 2 hommes qui sont masqués via 2 casquettes. Et on voit que ces 2 hommes sont en train d'effectuer des retraits. Qui sont ces 2 hommes ? Les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. En épluchant les vidéos de surveillance, ils découvrent qu'ils n'agissent pas seuls. Une femme utilise elle aussi les cartes bancaires des victimes, camouflées sous un grand chapeau. On voit qu'il y a des tentatives de paiement de divers objets, notamment des objets de luxe dans une bijouterie, qui sont effectués par cette même dame avec un chapeau et qui se présente avec la carte d'identité et la carte bancaire de Vinciane Lamotte. Au fil des jours, les comptes de Nathan et Vinciane fondent à vue d'œil. En une semaine, les 3 individus subtilisent près de 24 000 €. Les policiers doivent les arrêter le plus rapidement possible, car pour eux, c'est certain, ces 2 hommes et cette femme sont forcément liés au meurtre sauvage de Nathan et Vinciane. Mais les enquêteurs sont coincés, car rien ne leur permet de les identifier, pas même leurs visages qui sont toujours dissimulés. Tout le commissariat est mobilisé sur cette affaire. Les policiers décident d'éplucher la téléphonie des victimes. Peut-être y trouveront-ils un indice. Et leurs recherches vont payer. Un numéro inconnu a appelé Nathan le jour des faits à 18h01 précise. C'est un appel qui a duré 48 secondes. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, à partir de cette heure-là... Mélanie Scheuren, journaliste à TV Lux. C'est là que les proches n'ont plus de nouvelles de Nathan et Vinciane. Les policiers sont intrigués. Un appel inconnu le jour du meurtre. Peut-être tiennent-ils enfin une piste sérieuse. Mais ils vont être déçus. L'appel provient d'une carte prépayée, impossible à identifier. Les policiers enragent, car ils sont convaincus que cet appel a un lien avec le double meurtre. D'autant qu'une autre découverte leur confirme cette intuition. Une demi-heure après cet appel particulièrement suspect, on se rend compte avec l'analyse de la téléphonie. Marie-Christine Germain, avocate de Catherine Lamotte. Que ce numéro borne dans la région de Randeux, de Ronzon. Et donc, a priori, ce numéro s'est rapproché et arrive au domicile des victimes. Un numéro inconnu qui borne à 18h près du domicile des victimes
Les enquêteurs sont persuadés d'être sur la bonne piste. Mais comment remonter jusqu'à ces individus ? Comment prouver que ce sont les mêmes que ceux qui ont retiré de l'argent avec la carte du couple ? Les enquêteurs vont alors avoir une idée simple, réaliser un bornage, c'est-à-dire qu'ils vont suivre le trajet du téléphone entre Ronzon et Bruxelles, où s'est produit le premier retrait. L'idée à ce moment-là, l'objectif, c'est vraiment de savoir est-ce que ce numéro a été localisé à certains endroits entre Bruxelles et Ronzon. Et l'idée des policiers s'avère concluante. Ils s'aperçoivent que le numéro suspect borne le long du parcours dans une station-service. Et qui dit station-service dit caméra de surveillance. Et on va pouvoir observer la présence de 2 hommes d'une corpulence similaire aux 2 hommes qui ont effectué les premiers retraits. Donc pour les enquêteurs, à ce moment-là, c'est vraiment, ils ont trouvé le lien, c'est bingo. On voit vraiment le lien entre les retraits et le numéro suspect. Les enquêteurs touchent presque au but. Ils ont la confirmation que les individus qui utilisent la carte de Nathan et Vinciane sont aussi ceux qui leur ont téléphoné et qui étaient près de chez eux à 18h le jour du meurtre. Mais comment mettre la main sur ces individus camouflés derrière des casquettes ? C'est une nouvelle fois les caméras de surveillance qui vont les aider. Les policiers vont éplucher minutieusement les bandes de la station-service. Et là, ils s'aperçoivent que les 2 hommes règlent leur plein d'essence avec une carte bancaire. Mais cette fois, ce n'est pas celle des victimes. Et retrouver le propriétaire de cette carte ne leur prend que quelques minutes. Ils tiennent enfin leur premier suspect. Le paiement a été fait avec une carte bleue qui est au nom de Jennifer Sablon. Donc c'est le premier nom alors qui apparaît dans l'enquête. Les policiers viennent de faire un pas de géant. Pour la première fois, ils ont enfin un nom. Jennifer Sablon. Mais qui est cette femme ? Ils commencent par regarder dans leur fichier. En vain, elle est inconnue des services de police. Alors pour en savoir plus, ils vont la chercher sur les réseaux sociaux. Et là, bingo. Il y a des photos qui sont sur le mur de cette personne-là et ils vont trouver une similitude entre la morphologie de Jennifer Sablon avec la dame au chapeau, qui a été alors repérée sur les images de vidéosurveillance dans les banques. Elle n'est pas, je vais dire, à 100% identifiable, mais c'est vrai Sylvain Danils, avocat de Jennifer Sablon. Qu'il y a des similitudes physiques qui sont assez frappantes. Les enquêteurs sont persuadés d'être sur la bonne piste. Pourtant, en parcourant le profil de Jennifer Sablon, ils sont surpris. La jeune femme, âgée de 29 ans, n'a rien d'une délinquante. C'est une mère de famille modèle, une madame tout le monde. Elle a 2 enfants avec monsieur Elmi Galib. Elle le définit comme étant l'amour de sa vie. C'est son premier amour et, dans sa tête, son dernier amour, son seul amour, le vrai, le véritable. Ce Radouane Elmi Galib, le compagnon de Jennifer Sablon, pourrait-il être l'un des 2 hommes qu'il recherche ? Les enquêteurs creusent immédiatement cette piste. Ils découvrent que l'homme de 30 ans travaille dans une entreprise de rénovation. Et lui non plus n'a pas le profil d'un voleur ou d'un meurtrier. Monsieur Elmi Galib est une personne qui provient de Somalie. Dimitri de Coster, avocat de Radouane Elmi Galib. Il est arrivé en Belgique à l'âge de 10 ans avec sa famille. Il a toujours été très aimant vis-à-vis de ses enfants, décrit par son entourage comme quelqu'un de calme, comme quelqu'un en qui on peut avoir véritablement confiance. Les policiers sont perplexes. Radouane Elmi Galib semble lui aussi au-dessus de tout soupçon. Mais en y regardant de plus près, un détail leur saute aux yeux. Il ressemble à l'un des hommes filmés par la vidéosurveillance. Cette fois, les policiers ont bon espoir. Ils pensent avoir identifié 2 des 3 individus qu'ils recherchent. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Il reste encore à dénicher leurs complices. C'est la téléphonie à nouveau qui va servir là aux enquêteurs, et notamment le fait qu'un numéro va borner en même temps que celui de Radouane Elmi Galib dans cette station-service. Et là, la personne est identifiée comme étant Sébastien Kesteman. Une mère de famille, un ouvrier en rénovation. Les enquêteurs sont curieux d'en savoir plus sur ce 3e homme. Ce Sébastien Kesteman a-t-il lui aussi
le profil de Monsieur Tout-le-Monde. Sébastien Kesteman est originaire du Brésil. Mélanie Scheuren, journaliste à TV Lux. Il a été adopté par des Belges et donc il est arrivé petit en Belgique. C'est quelqu'un qui a été adopté très tôt. Alexandre Wilmot, avocat de Sébastien Kesteman. Qui a eu une éducation empreinte, je pense, de correction et de respect. Il est décrit comme quelqu'un d'assez jovial, quelqu'un qui a de l'humour, fait rire les autres, un bon copain. Les enquêteurs s'en doutaient un peu, Sébastien Kesteman, lui non plus, n'a pas d'antécédents. Il a travaillé dans l'événementiel, puis dans l'entreprise de jardinage de son père. Et son casier judiciaire est vierge. On a 2 faits. Quand il était mineur, il a eu une adolescence un petit peu de délinquance. Quelqu'un qui a eu des broutilles pendant son jeune âge, donc avant sa majorité, mais après ça, plus de difficultés. Les enquêteurs sont interloqués par le profil de leurs 3 suspects. Quels liens ont-ils avec les meurtres barbares de Nathan et Vinciane ? Ils sont pressés de les interpeller. Mais Sébastien Kesteman est parti en vacances dans son pays natal, le Brésil. Alors ils doivent patienter et attendre son retour en Belgique. Car pour ne pas risquer de compromettre cette enquête, ils veulent mettre la main sur les 3 suspects en même temps. Les policiers sont loin d'imaginer l'horreur que leur réserve la suite de cette affaire. Le 27 septembre 2016, 1 mois et demi après la mort de Nathan et Vinciane, les policiers passent à l'offensive. Ils arrêtent Sébastien Kesteman à la sortie de son avion. Dans le même temps, une autre équipe interpelle Radouane Elmigalib et sa compagne Jennifer Sablon. Tous les 3 sont placés en garde à vue et interrogés dans des salles différentes pour éviter qu'ils ne communiquent entre eux. D'emblée, les policiers mettent la pression sur Radouane Elmigalib, qui semble être le plus ébranlé par cet interrogatoire. Et ils ont raison. Immédiatement, le jeune homme passe aux aveux. Radouane Elmigalib commence par répondre à une question qui obsède les enquêteurs. Pourquoi avoir ainsi massacré Nathan Kétani et Vinciane Lamotte ? Qui va rapidement confier aux enquêteurs qu'il connaît le couple Nathan-Vinciane. Marie-Christine Germain, avocate de Catherine Lamotte. Par l'intermédiaire d'un autre couple d'amis de la région de Randeux. Et ce couple d'amis aurait raconté que le couple Nathan-Vinciane a touché un héritage faramineux. On parle d'1 million d'euros. Le couple des victimes aurait une fortune, aurait de l'argent issu d'un héritage. Cette information, évidemment, pour Radouane, ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Et il en parle à son ami Sébastien Kesteman qui a besoin d'argent. Et on sait que Radouane Elmigalib est connu comme quelqu'un qui aime l'argent et qui parle souvent d'argent. Et c'est ce soi-disant héritage qui aurait attiré Radouane Elmigalib. Il raconte aux policiers qu'il monte alors un plan avec son ami Sébastien Kesteman pour se rapprocher de Nathan. Radouane Elmigalib demande à l'ami de sa compagne Jennifer Sablon le numéro de Nathan. Donc Nathan est graphiste, il le sait. Et donc il dit qu'il a un ami à Bruxelles qui a besoin de trouver justement un graphiste pour faire un lettrage de camionnette, pour un projet professionnel. Cet ami qui a besoin de décorer son camion n'est autre que Sébastien Kesteman. Un mensonge que Nathan croit sans sourciller. Le jeune père de famille qui a besoin de travailler est même ravi de ce nouveau projet. Nathan, il était heureux d'avoir des clients. Catherine Lamotte, sœur de Vinciane. Et en plus, il en connaissait un, il connaissait Radouane via ses amis. Et finalement, comme son bureau était là, il a accepté de les rencontrer chez lui. Et Jean-Philippe Mayence, avocat de la mère de Nathan. Et on se rend compte aujourd'hui que tout ça, c'est juste amener les loups dans la bergerie. Le piège se referme sur Nathan. Il donne rendez-vous à Radouane Elmigalib et Sébastien Kesteman le 11 août 2016 à 18h. Le rendez-vous de l'horreur. Mon client et M. Kesteman vont pénétrer dans le bureau de Nathan
qui va les accueillir de manière très chaleureuse. Sébastien Kesteman va pointer une arme sur Nathan Kettani et va ordonner à Radouane Elmigalib de se présenter à l'étage pour aller chercher Vinciane, qui est à l'étage avec l'enfant, qu'elle va déposer dans son berceau ou dans une chaise haute. Les deux vont redescendre dans le bureau et là, Radouane Elmigalib va recevoir l'ordre, toujours d'après ses dires, de Sébastien Kesteman d'attacher Nathan et Vinciane à l'aide de colsons. Monsieur Elmigalib indique bien aux policiers qu'il exécute véritablement les ordres qui lui sont dictés par monsieur Kesteman. Radouane explique aux policiers que Vinciane et Nathan sont terrorisés. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Sébastien Kesteman a toujours son arme braquée sur eux. Il leur ordonne de lui dire où se trouve l'argent, le 1 million d'euros dont ils auraient hérité. Monsieur Kesteman et monsieur Elmigalib vont commencer un jeu d'intimidation par rapport au couple. Dimitri de Coster, avocat de Radouane Elmigalib. Pour savoir s'il n'y aurait pas un coffre-fort dans la maison dans lequel l'argent serait entreposé. Le couple Nathan-Vinciane, ils ne comprennent pas de quoi on leur parle. Il n'y a pas d'héritage, ça n'existe pas. Et à ce moment-là, Sébastien Kesteman et Radouane Elmigalib insistent. Ils disent, mais si, on sait que vous avez 1 million. Ils vont demander à avoir accès au coffre. Sylvain Danils, avocat de Jennifer Sablon. Il n'y a pas d'argent, il y a quelques objets de valeur, mais rien de très intéressant. Menaçant toujours Nathan de leur arme, les deux agresseurs exigent l'accès à ses comptes bancaires. Et à ce moment-là, ils consultent les comptes et effectivement, on voit qu'il n'y a pas 1 million d'euros sur les comptes. Coup de théâtre pour M. Kesteman et M. Elmigalib. Ils se rendent compte que l'argent tant espéré n'existe pas. Il n'y a pas de magot. Radouane Elmigalib et Sébastien Kesteman ont séquestré ce couple pour rien. Et cela ne les arrête pas. Au contraire, l'enfer de Nathan et Vinciane ne fait que commencer. Radouane confie aux enquêteurs que son complice, Sébastien Kesteman, déçu de ne pas mettre la main sur le prétendu million, aurait alors basculé dans une violence inouïe. Sébastien Kesteman demande à Radouane d'aller avec Vinciane dans la salle de bain. Mélanie Scheuren, journaliste à TV Lux. Pendant que lui, il monte à l'étage avec Nathan. Radouane Elmigalib nous dit qu'il entend Sébastien Kesteman poignarder Nathan Kettani. Et lui commence à paniquer, il est avec Vinciane qui, sans doute, est aussi dans la panique. Et il voit redescendre Sébastien Kesteman avec un couteau ensanglanté entre les mains et comprend effectivement que Nathan est décédé des suites de coups portés par Sébastien Kesteman. Radouane affirme aux enquêteurs que Sébastien Kesteman a tué Nathan. Et ce n'est pas tout. Il explique que Sébastien lui aurait aussi ordonné d'en finir avec la jeune femme. Sébastien Kesteman lui donne l'ordre de noyer Vinciane Lamotte dans sa baignoire. Mon client se refuse à poser cet acte-là et va sortir, fumer une cigarette. Et lorsqu'il va remonter à nouveau dans la salle de bain, il va retrouver M. Kesteman avec Madame noyée dans la baignoire. Le ton monte entre les deux hommes parce que c'était pas le plan. Radouane explique que c'était pas le plan qui était prévu à ce moment-là. Malgré leur expérience, les enquêteurs sont étonnés par tant de cruauté. Face à eux, Radouane est effondré. Il explique qu'il n'a rien pu faire pour empêcher Sébastien Kesteman de tuer le couple. Pour mon client, pour M. Elmigalib, il était bien clair qu'à aucun moment on ne devait porter atteinte à l'intégrité physique, ou en tout cas commettre l'irréparable concernant ce couple-là. L'attitude de Radouane Elmigalib, soyons clairs, c'est de dire qu'on est face à un vol, un simple vol, dira-t-il, qui a mal tourné. C'est le comportement de Sébastien Kesteman qui a fait qu'on en est arrivé à cette macabre situation. Mais les enquêteurs n'en ont pas encore fini avec leur descente dans l'horreur, car ils vont découvrir que le petit Gabriel, 20 mois, a lui aussi failli mourir. Et vient alors la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'enfant, est-ce qu'on le laisse en vie ou pas. Marie-Christine Germain, avocate de Catherine Lamotte. Et d'après Radouane Elmigalib, Sébastien Kesteman demande à ce qu'on se débarrasse de l'enfant et qu'on le tue.
et M. El Mighalib va vivement s'y opposer. Et là, il va même entrer en opposition quasi physique, d'après ce qu'il nous dit, avec M. Kesteman en disant si tu t'en prends à l'enfant, là, je ne peux pas te laisser faire. Et puis ils se disent que finalement, de toute façon, l'enfant est trop jeune pour raconter quoi que ce soit, et donc ils décident de le laisser en vie. Les enquêteurs ont obtenu ce qu'ils voulaient, des aveux complets et le scénario du crime. Ce serait donc Kesteman qui serait l'auteur de ce massacre. Mais ils n'ont qu'une seule version, celle de Radouane El Mighalib. L'audition de son complice va donc s'avérer déterminante. Mon client, au moment où il est interrogé, Alexandre Wilmot, avocat de Sébastien Kesteman, explique qu'il n'a rien à dire par rapport à ce qui s'est passé. Il explique, Sébastien Kesteman, qu'il est piégé dans cette histoire par Radouane El Mighalib. Clairement, mon client dit à la base, dans le cadre de cette affaire, qu'il ne connaît pas le couple des victimes et qu'il n'était pas sur le lieu des faits. Contrairement à Jennifer Sablon. Il fait de petits larcins qui n'étaient pas au-dessus de tout soupçon. Donc avoir des cartes de crédit d'origine louche, ça n'a pas inquiété plus que ça. Madame Sablon, elle ne s'est pas dit sur le moment que ça pouvait être lié à des faits aussi graves. Même s'ils n'ont pas encore toutes les réponses, les policiers en ont beaucoup appris. Mais il y a encore un point qu'ils souhaitent éclaircir, et pas des moindres. Le mobile de ce double assassinat, le prétendu million dont auraient hérité Nathan et Vinciane. Ils convoquent alors le couple d'amis que les victimes et leurs assassins avaient en commun. Les principaux intéressés de la rumeur disent qu'ils n'ont pas dit ça. Catherine Lamotte, sœur de Vinciane. Peut-être qu'ils l'ont pas dit dans ces termes, ils sont millionnaires ou ils ont 1 million d'euros. Peu importe, mais c'est parti de quelque chose. Impossible pour les enquêteurs de déterminer si cette rumeur a bien existé. Mais ce dont ils sont certains, c'est que Nathan et Vinciane ont été sauvagement assassinés pour de l'argent qu'ils n'avaient pas. À l'issue de leur garde à vue, Radouane El Mighalib, Sébastien Kesteman et Jennifer Sablon sont mis en examen pour vol suivi de meurtre. Mais à ce stade de l'enquête, il reste une inconnue pour les policiers. Qui de Sébastien Kesteman ou Radouane El Mighalib a tué Nathan et Vinciane? Cette affaire est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. De Vinciane. Je savais même pas qu'un corps pouvait recevoir autant de coups de couteau. C'est de la barbarie absolue. Il y avait 2, 3, 4 coups qui étaient véritablement létaux, qui étaient véritablement faits en profondeur. Sylvain Danils, avocat de Jennifer Sablon. Mais que le reste, c'était, si vous me permettez l'expression, du picotage, quoi. Ce qui tend à faire penser que Nathan a été torturé. Et puis il y a la mise à mort de Vinciane Lamotte, également insoutenable. C'est une mise à mort particulièrement horrible. Parce que d'abord la noyade. Jean-Philippe Mayence, avocat de la mère de Nathan. Nécessite de maintenir quelqu'un longtemps. Parce que vous imaginez bien que chaque fois que vous ressortez de l'eau et que vous reprenez un peu de souffle, le processus repart pratiquement à zéro. J'imagine pas une seconde que Vinciane n'ait pas hurlé qu'elle était enceinte et supplié de l'épargner. Malgré les suppliques que cette femme a dû avoir pour le fait de laisser vivre cet enfant, eh bien, ça ne les a arrêtés à aucun moment. Chacun a une mort vraiment horrible, où on se voit mourir en fait. C'est ça qui est dur, de se dire qu'ils ont vécu ça. On ne sait pas au final qui est mort avant l'autre. Mélanie Scheuren, journaliste à TV Lux. Et on ne sait pas ce que l'autre a pu entendre, a pu imaginer de ce que son amoureux subissait. Et les deux savent à ce moment-là que leur enfant est dans le salon, entend peut-être des choses. Donc cette histoire est vraiment... c'est une histoire qui donne froid dans le dos à tous les niveaux. Des coupables a dit que ma sœur disait mon bébé tout le temps, mais finalement, de qui parlait-elle? Quel bébé? Elle demandait pitié, je suis enceinte, ou elle disait ne laissez pas mon bébé seul, abandonné. Pour la famille,
Le calvaire qu'ont traversé Vinciane et Nathan est insupportable. Gabriel, lui aussi, a vécu un véritable traumatisme. C'est horrible à ce moment-là d'imaginer que cet enfant est dans cette maison seul. Voilà, il pleure, il ne sait pas ce qui se passe, il a sans doute entendu des cris. Ils l'ont laissé dans une chambre, sans nourriture, sans eau. C'est-à-dire que si on les avait pas retrouvés le lendemain, ils seraient peut-être morts aussi, de faim, de soif. Si c'est pas terrible, alors qu'il y en a un des deux qui a des enfants. La famille pense tout savoir de cette épouvantable histoire. Elle attend maintenant que la justice suive son cours. Pourtant, presque 1 an après le meurtre de Nathan Kettany et Vinciane Lamotte, l'enquête connaît un nouveau coup de théâtre. Version de ce qui s'est passé ce soir-là. Sébastien Kesteman reconnaît que c'est lui qui détient l'arme et qui la pointe en direction de Nathan. Marie-Christine Germain, avocate de Catherine Lamotte. Il indique également que c'est Radouane El Migalib qui va monter à l'étage chercher Vinciane, qui va redescendre avec elle, que le couple va être ligoté. Donc la version à ce moment-là est identique à celle de Radouane El Migalib. Les ordinateurs vont être allumés, les comptes bancaires vont être examinés. Marie-Christine Germain, avocate de Catherine Lamotte. Et Sébastien Kesteman va effectivement constater que le 1 million d'euros n'est pas présent. Le ton va monter entre les deux auteurs. À ce moment-là, Radouane El Migalib dit il n'y a pas le 1 million d'euros, mais il faut quand même continuer, il faut les tuer comme c'était prévu parce que moi, ils me connaissent, ils vont me reconnaître, on ne peut pas prendre le risque. Contrairement à la version de Radouane El Migalib, Sébastien Kesteman déclare aux enquêteurs qu'il était prévu dès le départ d'assassiner le couple. À partir du moment où il connaissait les victimes, Alexandre Wilmot, avocat de Sébastien Kesteman. Et qu'il se présente à visage découvert, eh bien, il était évident que malheureusement cette affaire ne pouvait que mal se terminer. Monsieur Kesteman indiquera que... Dimitri de Coster, avocat de Radouane El Migalib. Étant donné qu'ils se sont présentés sans cagoule, l'intention criminelle existait d'emblée. Il entraîne la jeune femme dans la salle de bain où les bruits d'eau vont reprendre de plus belle. Il entend des gémissements de Vinciane, des cris. Là, Radouane El Migalib va sortir de la salle de bain, revenir seul vers Sébastien Kesteman, lui faire un geste de la tête pour dire « c'est fait ». Les policiers n'en reviennent pas. Selon Sébastien Kesteman, ce serait donc Radouane El Migalib qui aurait noyé Vinciane. Et ça n'est pas tout. Selon lui, c'est aussi Radouane qui aurait poignardé Nathan. Sébastien Kesteman explique à ce moment-là qu'il tend le couteau à Radouane en lui disant moi je ne tue pas Nathan, fais-le si tu veux, mais moi je ne le fais pas. Sébastien Kesteman va alors nous déclarer dans des termes effrayant que Radouane El Migalib va entrer dans une rage folle puisqu'il va poignarder à plus de 148 reprises Nathan Kettany qui tente de se débattre. Sébastien Kesteman est formel. Il n'a assassiné ni Nathan ni Vinciane. Mon client a toujours été très clair pour dire qu'à aucun moment il n'en s'en est pris physiquement aux victimes. Par contre, ce qu'il assume, c'est de dire j'étais effectivement présent, je n'ai pas empêché l'auteur des faits de les commettre et j'assume pleinement la réalité de ce qui m'est reproché, à savoir des meurtres commis dans le cadre d'un vol. Les enquêteurs sont dans l'impasse. Sébastien Kesteman a enfin avoué, mais sa version est à l'opposé de celle de Radouane El Migalib. C'est-à-dire que tous les deux reconnaissent avoir été sur place, ils reconnaissent qu'il y avait un plan qui avait été préparé, mais ils se renvoient vraiment la responsabilité des meurtres. L'un des deux ment, mais lequel ? La seule certitude des enquêteurs, c'est le calvaire qu'ont subi Nathan Kettany et Vinciane Lamotte. Tout le monde attend avec impatience le procès. Lèvera-t-il le mystère sur les auteurs de ces deux meurtres sordides ? Le procès des assassins de Nathan Kettany et Vinciane Lamotte s'ouvre le 11 juin 2019, 3 ans après les faits, devant la cour d'assises d'Arlon. Et l'enjeu est de taille. Depuis le début de cette affaire, Radouane El Migalib et Sébastien Kesteman se rejettent la responsabilité des deux assassinats. Les familles, elles, espèrent enfin connaître la vérité. Mais c'est peine perdue.
On se croirait dans une cour de maternelle. Linda Lamotte, mère de Vinciane. Non, c'est pas moi, c'est lui. Non, c'est l'autre. Chacun dit que c'est l'autre qui a tué les deux. Donc... Mohamed, beau-frère de Vinciane et Nathan. Ils ne sont pas assez courageux. De ces gens-là, il ne faut rien attendre. Rien du tout. C'est des gens sans scrupules, sans remords, sans conscience, ni rien. Si Radouane El-Mighalib nie toute violence, Sébastien Kesteman, lui, reconnaît le vol, mais pas le double meurtre. L'attitude de mon client était de dire « Moi, j'assume pleinement mes responsabilités. Je veux être condamné pour ce que j'ai fait. » Les deux hommes continuent de se renvoyer la balle. Jennifer Sablon, elle aussi, reste campée sur ses positions. Elle a bien utilisé les cartes bancaires, mais elle n'était pas au courant des assassinats. Et sur ce point-là encore, Radouane El-Mighalib et Sébastien Kesteman ne sont pas d'accord. Monsieur El-Mighalib n'aura de cesse d'expliquer que Madame Sablon, sa compagne, la mère de ses deux enfants, est parfaitement étrangère aux faits. Sébastien Kesteman, lui, explique que... Mélanie Scheuren, journaliste à TV Lux. Qu'elle était au courant depuis le début du plan qui s'était préparé. Il va déclarer qu'en réalité... Sylvain Danils, avocat de Jennifer Sablon. Elle était au courant de tout, de A à Z. Alors, qui dit vrai ? Impossible de le savoir. Mais la famille de Vinciane et Nathan a sa conviction concernant Jennifer Sablon. Selon eux, il est impensable que la mère de famille n'ait pas été au courant des meurtres. D'autant plus qu'elle connaissait Vinciane et Nathan, ils avaient des amis en commun. On sait qu'elle a imité la signature Jean-Philippe Mayence, avocat de la mère de Nathan. De Madame Vinciane Lamotte ou de Monsieur Ketani en faisant les différents paiements. Donc en utilisant la carte, en voyant Vinciane écrit dessus, Lamotte écrit dessus, enfin que c'est pas possible. Elle a dû imiter la signature de ma sœur, donc elle savait. C'est pas possible. Le 24 juin 2019, après 15 jours de procès, le verdict tombe. Radouane El-Mighalib est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre afin de faciliter le vol, association de malfaiteurs et de fraude informatique pour avoir utilisé les cartes bancaires des victimes. La circonstance aggravante d'actes de torture est également retenue. Sébastien Kesteman écope quant à lui de 30 ans pour les mêmes chefs d'accusation que son complice. Cette attitude de prendre ses responsabilités, d'assumer sa culpabilité, eh bien, a été retenue par la Cour et les jurés. En ce qui concerne Jennifer Sablon, c'est la surprise générale. Elle est acquittée du double meurtre et de l'association de malfaiteurs, comme l'avait demandé l'avocat général dans son réquisitoire. Ça a véritablement surpris les différents acteurs présents, et nous les premiers, et Mademoiselle Sablon également. C'était une bonne surprise, mais ça restait un événement qui était tout à fait inattendu. Seules les fraudes informatiques sont retenues contre elle. Jennifer écope de 24 mois d'emprisonnement avec sursis. Je trouve que c'est pas juste. Je sais qu'elle a pas tué, mais je trouve que elle aurait dû être punie un peu plus sévèrement. Elle est sortie grande vainqueur. Donc, ok, pas de souci, c'est la justice. Alors, vous savez, moi et la justice maintenant, j'y crois plus du tout. Pour ceux qui ont aimé Nathan et Vinciane, il reste un vide immense, surtout pour leur petit garçon Gabriel. Et c'est juste que des méchants monsieur sont venus faire du mal à son papa et sa maman. Catherine Lamotte, sœur de Vinciane. C'est qu'ils ont volé son papa et sa maman. Ça y est, on a tout pris à Gabriel, on lui a pris sa famille. Gabriel n'a plus de papa, n'a plus de maman et n'aura jamais de petits frères ou de petites sœurs. Mais il a plein d'amour. Gabriel a aujourd'hui 5 ans. Il grandit auprès de Catherine, la sœur de Vinciane, et de son mari, Mohamed. Nous, on est là, on fait de notre mieux. Mohamed, beau-frère de Vinciane et Nathan. Il est bien entouré avec notre fils. Ils sont comme des jumeaux, ils grandissent bien, donc ils s'amusent bien. C'est comme des frères.
J'avais du mal à accepter de l'avoir avec moi parce que je trouvais pas juste que c'était pas ma sœur, quoi. J'avais cette culpabilité d'être là pour lui et qu'elle n'était plus là. J'avais l'impression d'être chanceuse et pas. Enfin, maintenant, j'espère qu'ils reposent en paix tous les deux. Ils sont dans leur lumière, c'est tout ce que je souhaite maintenant.